On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi Les As de l'info. Voici Tina et Milo, les mascottes des prochains JO. Un texte de Maxime Ouellette, stagiaire, paru le 15 janvier 2026 dans les As de l'info. C'est quoi les Jeudis olympiques? Tous les jeudis, avant le début des Jeux olympiques de Milan-Cortina, nous te proposons un contenu spécial olympique. Ce sont nos Jeudis olympiques. Dans chaque jeudi olympique, tu devras prendre en note le premier nombre mentionné. Au bout des 5 jeudis, tu auras noté 5 nombres. Tu les entreras alors dans un cadenas virtuel situé à la fin du texte du dernier jeudi. Pour en savoir plus sur ce concours sportif et pour consulter tous les articles publiés. Psst, psst. Si tu as besoin d'aide pour trouver le nombre d'aujourd'hui, Marie-Lise te donnera un indice dans les commentaires. Pour ce nouveau jeudi olympique, je te présente les 2 Hermines qui seront chargées d'accueillir les athlètes et de faire sourire les spectateurs lors des Jeux de Milan-Cortina en Italie. Mais d'abord, c'est quoi une hermine? Une hermine est un petit mammifère carnivore. Elle se nourrit de rongeurs, d'insectes et parfois de grenouilles. L'été, son pelage est brun comme pour Milo, mais à l'approche de l'hiver, il tourne au blanc comme pour Tina. L'hermine aime se tenir sur ses pattes arrière pour regarder au loin. On retrouve des hermines pratiquement partout dans l'hémisphère nord. Il y en a donc au Québec, mais aussi autour de Milan et de Cortina en Italie. C'est dans ces 2 villes que les compétitions auront lieu. D'ailleurs, as-tu remarqué quelque chose à propos de leur nom? Tina est un diminutif de Cortina et Milo, ça ressemble beaucoup à Milan. Milo n'a qu'une seule jambe. Il prend appui sur sa queue. C'est lui qui va représenter les Jeux paralympiques qui accueillent les athlètes avec un handicap. Leurs compagnons, ce sont les flots. Les flots sont inspirés des fleurs appelées personnages. Tina et Milo ne seront pas seuls. Le duo sera accompagné par les inséparables et rigolos flots, 6 petits personnages dévoués. Un personnage, c'est une petite fleur blanche qui pousse en Europe à la toute fin de l'hiver ou au début du printemps. On l'appelle ainsi parce que cette plante peut percer la neige pour apparaître à la lumière du soleil. Toujours ensemble, les flots représentent l'entraide et le travail d'équipe. Chaque petit personnage a une personnalité et des attributs uniques qui le distinguent des autres. De jeunes créateurs. Le plus intéressant, c'est que ce sont des enfants comme toi qui ont imaginé ces mascottes. En 2022, le comité organisateur des Jeux olympiques a lancé un grand concours auprès des élèves du primaire et du secondaire de toute l'Italie pour essayer de trouver la meilleure idée. En tout, plus de 1600 concepts différents ont été soumis par des enfants de 6 à 14 ans. Évidemment, il ne pouvait pas y avoir autant de mascottes. 2 idées ont alors été choisies par un vote du public. Les hermines et les flots. On risque de les voir souvent pendant les Jeux olympiques, alors on leur dit à bientôt. Psst, psst. Connais-tu bien tes mascottes olympiques? Et toi, si tu avais à créer une mascotte pour les Jeux olympiques d'hiver, à quoi ressemblerait-elle? Pourquoi des rivières en Alaska sont-elles oranges et des lacs qui nous en font voir de toutes les couleurs?
Un texte d'Ophélie Delaunay, paru le 15 janvier 2026 dans les As de l'Info. Depuis quelques années, des rivières d'Alaska aux États-Unis prennent une étrange couleur orange. Pourquoi? C'est à cause du réchauffement climatique. Je t'explique ce phénomène surprenant. Dans la région montagneuse de la chaîne Brooks, en Alaska, il fait si froid que la terre est gelée toute l'année. C'est ce qu'on appelle du pergélisol. Mais avec les températures qui augmentent, cette terre commence à dégeler. L'eau de pluie pénètre alors dans le sol et entre en contact avec des roches riches en fer. Et comme tu le sais peut-être, de l'eau plus du fer, ça produit de la rouille. Et cette rouille se retrouve dans les rivières. C'est ce qui explique pourquoi certaines rivières ont pris une vive couleur orange. Même si c'est spectaculaire, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les poissons, puisque cette eau est toxique pour eux. Des eaux couleur bonbon qui ne goûtent pas très bon. Sur la planète, il y a plusieurs lacs et des rivières qui ont des couleurs incroyables. Rose, vert, bleu, turquoise. On dirait qu'on y a fait fondre des bonbons. Différentes raisons expliquent les couleurs inhabituelles de ces lacs et rivières. Visitons-les ensemble. Attention! Même si la couleur d'un lac ou d'une rivière est limpide ou appétissante, ce n'est jamais une bonne idée d'en boire l'eau. Elle peut être toxique ou pleine de microbes. Voici quelques lacs aux couleurs étranges. Le lac Ilié. Le lieu, île du Milieu au sud de l'Australie. Couleur. La couleur gomme ballon de cette lagune est causée par de minuscules algues et bactéries. L'eau de ce lac n'est pas toxique, mais il est interdit de s'y baigner. C'est un milieu naturel protégé, très fragile. Goût. Si on fabriquait de la gomme avec cette eau, elle goûterait le sel. Le bassin. Le Devil's Bath, le bain du diable. Lieu, Waiotapu, Nouvelle-Zélande. Couleur. La couleur vert pomme de ce bassin, chauffé par la chaleur de la terre, est causée par des minéraux, soufre et sel de fer. Dans la région de Waiotapu, qui signifie eau sacrée dans la langue autochtone maori, il existe plusieurs sources chaudes et bassins colorés comme celui-ci. Goût. Si on fabriquait un suçon avec cette eau, il goûterait les œufs pourris et il serait toxique. La Laguna Verde. Lieu dans les montagnes des Andes en Bolivie. Couleur. La couleur slush à la framboise bleue de ce lac, situé à plus de 4000 mètres d'altitude, est causée par la présence de cuivre. Goût. Si on fabriquait de la slush avec cette eau, elle goûterait le métal et elle serait toxique. Lac Champlain. Lieu, Montérégie, Québec. Couleur. La couleur jello à la lime de ce grand lac situé à la fois au Québec et aux États-Unis est causée par de minuscules algues bleu-vert, les cyanobactéries. Elles apparaissent surtout quand il fait chaud et que les eaux sont polluées par des pesticides. Goût. Si on fabriquait du jello avec cette eau, il goûterait la terre et le moisi, et il serait toxique. Le Cano Cristales. Lieu dans le centre de la Colombie. Couleur. Cette rivière, surnommée la rivière Arc-en-Ciel, est colorée de noir, jaune, vert, rouge et violet, mais seulement de septembre à novembre. C'est à cette période que des plantes nommées Macarenia clavigera, qui poussent sur les roches au fond de l'eau, lui donnent ses couleurs arc-en-ciel. Goût. Si on fabriquait des jujubes avec l'eau de cette rivière, il goûterait l'eau. Quel est le plus beau lac ou la plus belle rivière que tu connais?
décris-moi ce paysage. De la visite rare, ce petit oiseau a traversé l'océan. Un texte de Marie-Lise Baudouin, paru le 15 janvier 2026 dans les As de l'Info. Depuis quelques jours, un petit oiseau venu d'Europe attire des centaines de curieux à Montréal. Ils sont venus observer un rouge-gorge familier, une espèce qui n'avait jamais été vue au Canada auparavant. Mais que fait cet oiseau à des milliers de kilomètres de son habitat naturel? Une découverte par hasard. La semaine dernière, alors qu'elle sortait ses poubelles sur l'avenue Rougemont à Montréal, Sabrina Jacob a entendu un chant d'oiseau qu'elle ne reconnaissait pas. C'est là qu'elle a aperçu tout près d'elle un petit oiseau brun, avec une poitrine orangée. Comme elle adore les oiseaux, Sabrina a filmé le joli volatile avec son téléphone. Ne sachant pas de quelle espèce il s'agissait, elle a publié cette vidéo sur eBird, une plateforme où les amateurs d'oiseaux partagent leurs observations. Surprise! Il s'agissait d'un rouge-gorge familier, un oiseau très rare qui n'avait encore jamais été vu au Canada. En moins de 24 heures, la nouvelle s'est répandue partout au pays et même aux États-Unis. Des centaines d'ornithologues sont arrivés avec leurs jumelles et leurs appareils photo pour observer la boule de plumes. Mais comment est-il arrivé ici? Le rouge-gorge familier vit normalement en Europe, notamment dans le sud de la France. J'ai déjà entendu parler de pigeons voyageurs, mais des rouges-gorges voyageurs? Jamais. Alors, comment a-t-il pu se retrouver à Montréal, à au moins 6000 kilomètres de chez lui? Deux idées circulent. Il aurait pu traverser l'océan par accident, par exemple sur un navire. Il aurait pu faire le voyage par lui-même, car il est capable de voler sur de très longues distances. Va-t-il rester chez nous? Comme tu le sais, l'hiver québécois est très froid. Le petit oiseau pourrait donc avoir de la difficulté à survivre ici, mais pour l'instant, il semble avoir trouvé de la nourriture comme des fruits et des insectes gelés. Pfiou! Et toi? Quel animal aimerais-tu observer pendant de longues heures? D'après un article d'Alexandre Shields du Devoir. Il est une fois l'enfant de la DPJ devenu ange gardienne. Un texte de Frédéric Lavoie, paru le 16 janvier 2026 dans les As de l'Info. Frédéric Lavoie, journaliste et auteur, aime fusionner journalisme et littérature. Laisse-le te raconter un véritable récit à la manière d'un conte. Parfois, la réalité surpasse l'imaginaire. Allô, un petit avertissement avant que tu commences l'écoute de ce reportage. Dans cette histoire, il sera question de violence envers des enfants. Si tu ressens de la peine, de la colère ou de la détresse, ou si tu as connu une situation similaire, n'hésite pas à en parler à un adulte en qui tu as confiance. Il y a aussi une adresse ressource à la fin du reportage. Il est une fois, à notre époque, une adulte qui a vécu une enfance très difficile. Quand Nancy était petite,
Elle a subi de la violence de la part de sa maman et d'autres personnes de son entourage. Sa mère lui faisait constamment sentir qu'elle était de trop dans la maison et qu'elle ne l'aimait pas. Et parfois, elle la frappait. Non loin de chez Nancy habitait son grand-père qui, lui, l'aimait beaucoup. Elle allait souvent chez lui pour lire le journal et regarder les nouvelles à la télévision à ses côtés. Un jour, quand elle était encore très jeune, Nancy lui a annoncé que, quand elle serait grande, elle travaillerait à la télévision et c'est elle qui lui lirait les nouvelles. Même s'il l'aimait beaucoup, son grand-père a éclaté de rire. Comment cette pauvre petite fille d'un village isolé pourrait-elle devenir présentatrice à la télé? Nancy a chiffonné ce rêve en petites boules et l'a caché dans un recoin de son cœur, en espérant pouvoir un jour le réaliser. Dans sa maison, la vie était de plus en plus difficile. Lorsqu'elle avait 9 ans, une personne a finalement eu le courage de dénoncer les violences que subissait Nancy. Des intervenantes de la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, ont alors pris Nancy en charge. Durant quelques semaines, elle est allée habiter dans une famille d'accueil, c'est-à-dire une famille qui s'est occupée d'elle le temps que la DPJ essaie d'améliorer la situation dans sa maison. Chez Rosemée, une dame généreuse qui hébergeait déjà 8 autres enfants, Nancy a appris qu'il était possible de se sentir aimée et en sécurité. Après quelques semaines, Nancy est retournée dans sa famille en espérant que les choses iraient mieux après l'intervention de la DPJ, mais malheureusement, la violence n'y a pas cessé. Au moins, elle pouvait compter sur de bonnes amies et des professeurs dans les moments difficiles. À l'âge de 15 ans, Nancy a finalement décidé de fuir sa famille, même si c'était terrifiant. Elle a quitté sa région et s'est inscrite elle-même dans une école secondaire pour terminer ses études. Un peu plus tard, elle a eu la chance de rencontrer Manon et Roger, un couple qui avait déjà 4 enfants. Manon et Roger ont accueilli Nancy dans leur famille comme si elle était leur propre fille. Nancy n'était pas habituée de recevoir autant d'amour de la part d'adultes. Elle vivait des émotions contradictoires. Mais avec leur appui, après des moments très sombres, elle a recommencé à croire en elle. Elle s'est alors rappelée de son rêve de petite fille et s'est inscrite en journalisme à l'université. Durant les premiers mois, elle avait de très mauvais résultats. Mais elle a travaillé tellement fort qu'elle a même décroché une bourse pour aller étudier dans un autre pays. Puis, Nancy a été embauchée par une chaîne de télévision comme journaliste. Le soir, après ses apparitions à la télé, elle appelait son grand-père pour lui demander s'il avait regardé son reportage. Évidemment qu'il la regardait et qu'il était très fier d'elle. Son rêve impossible était devenu réalité. Durant ces belles années, Nancy vivait encore parfois des moments difficiles où les blessures de son enfance remontaient à la surface et lui causaient de la détresse. Elle a consulté un psychologue pour l'aider à mieux comprendre ses émotions. Elle a mis beaucoup de temps à accepter une chose très importante pour la guérison des enfants victimes de violences. Non, ce n'était pas de sa faute si elle avait été maltraitée par sa mère. Un jour de janvier, Nancy a lu dans le journal un article à propos des enfants de la DPJ qui, comme elle, avaient vécu en famille d'accueil ou en centre jeunesse. Elle a été très triste d'apprendre que plusieurs d'entre eux s'étaient retrouvés sans toit le jour de leurs 18 ans, quand ils avaient cessé d'être jeunes aux yeux de la loi. Nancy
a donc décidé de leur venir en aide. Elle a fondé un organisme pour répondre à leurs besoins les plus urgents quand ils devenaient adultes. Les choses sont allées très vite. En quelques mois à peine, grâce aux dons du public, Nancy et son équipe ont aidé des milliers de jeunes en leur offrant notamment un manteau chaud pour l'hiver et des cartes d'épicerie pour s'acheter de la nourriture. Elle a aussi ouvert un local où ils et elle peuvent se rencontrer, échanger et s'entraider dans ce moment crucial de leur vie. Nancy s'assure que les jeunes de la DPJ soient bien équipés pour se lancer dans leur vie d'adulte. Et ce n'est qu'un début. Nancy a encore plein d'autres projets en tête. Elle prend aussi le temps de raconter son histoire en visitant des écoles pour que les enfants sachent que, peu importe leur passé, les violences subies, ils ont autant le droit que les autres d'être soutenus et de réaliser leurs rêves. En entrevue avec les As de l'Info, Nancy nous a confié la question la plus difficile que lui a un jour posée un élève dans une école. Avec le recul, est-ce qu'elle jugeait que son enfance difficile avait valu la peine, puisque c'est ce qui l'avait poussée à aider tant d'autres enfants aujourd'hui? Après une longue réflexion, Nancy lui a répondu « J'ai fait la paix avec mon passé et j'essaie de le transformer en force, en moteur de changement. Mais si je le pouvais, je choisirais tout de même d'avoir pu grandir dans une famille saine et unie. » Cette histoire est bien vraie. Nancy Audet est une journaliste originaire de l'Abitibi. Depuis quelques années, elle raconte son histoire aux quatre coins du Québec pour sensibiliser les gens aux défis vécus par les enfants de la DPJ, en particulier lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans et doivent se débrouiller par eux-mêmes. Elle a créé l'organisme Équipe Jeunesse, qui donne un coup de pouce à ces jeunes pour qu'ils démarrent leur vie d'adulte sur le bon pied. Et toi, qui voudrais-tu aider plus tard? Besoin d'aide? Tu peux contacter Jeunesse J'écoute. C'est un service pour les jeunes confidentiel disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Téléphone 1-800-668-6868. Site web jeunessejécoute.ca. Pour ou contre les forts de neige à l'école. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 19 janvier 2026 dans les As de l'Info. Psst, psst, psst. Ce pour ou contre a été publié le 20 janvier 2025. Mais puisque le débat revient chaque hiver et qu'une bordée de neige fraîche est tombée la semaine dernière, on a décidé de te le présenter à nouveau. Voici un scénario que tu connais bien. C'est l'hiver. La cloche de la récré sonne. Tu enfiles tes pantalons de neige et tu cours rejoindre tes amis pour construire un fort. Tu connais sûrement aussi ce scénario. À la récré suivante, vous retrouvez votre fort détruit. La suite, des chicanes et beaucoup de déceptions. Les forts de neige causent-ils plus de conflits que de plaisir? Devrait-on les interdire comme dans certaines écoles? C'est pourtant si amusant. Voici les arguments pour et les arguments contre les forts de neige dans les cours d'école. Les pour. Le jeu parfait pour l'hiver. C'est devenu compliqué de s'amuser à la récré l'hiver. Plaques de glace, balles de neige interdites. À certains endroits, il y a même des règlements autour des buttes de neige. Construire un fort, ça permet de vraiment jouer dans et avec la neige. On bouge, on se réchauffe et on prend l'air. On ne court pas, alors il y a moins de risque de glisser s'il y a de la glace. Ça favorise la collaboration.
C'est une belle activité pour favoriser le travail en équipe et les discussions. On s'entraide, on parle, on se consulte. Pas de compétition ou d'équipe à former. De la première à la 6e année, tout le monde peut participer. Tant pis si le fort est détruit, on en reconstruira un à la prochaine récré. Bon pour la créativité. Le fort sera rond ou carré? Avec ou sans fenêtre? Et quelle forme auront les blocs de neige? Tout est possible. La neige permet de faire des essais, des erreurs et de recommencer. Et c'est tellement satisfaisant de construire quelque chose à partir de rien, de voir le fort prendre forme. Les contres, ça fait des chicanes. C'est inévitable. Il y a des élèves qui prennent plaisir à détruire les forts. Ce n'est pas gentil ou juste, mais ça arrive toujours. Et c'est la source de beaucoup de conflits dans et à l'extérieur de la cour d'école. Ça peut être dangereux. Certains construisent quand même des tunnels dans les forts, même si c'est souvent interdit. C'est dangereux car ils peuvent s'effondrer sur nous. Même chose pour les forts à 2 étages. En plus, les blocs glacés peuvent devenir des projectiles très durs quand la chicane éclate. On gèle dans nos habits tout mouillés. Le retour à la maison peut être vraiment inconfortable quand nos bottes, notre manteau et nos mitaines sont trempés parce qu'on a passé la récré assis dans la neige. Rien ne sèche dans les casiers. En bref, c'est le jeu d'hiver par excellence. Ça favorise la collaboration, ça permet d'être créatif. Contre, c'est une source de conflit. Ça peut être dangereux. Résultat, vêtements mouillés. Toi, es-tu pour ou contre les forts de neige à l'école? C'était Gilbert. À une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe.